Bonjour à tous. Je vais faire une petite correction. Je ne suis pas directeur scientifique, mais bien directeur technique, et non pas de Saint-Gobain, mais de Saint-Gobain Glass, qui est une des activités du groupe Saint-Gobain. Le titre de cette conférence est plutôt, vous le verrez, orienté, ou oriente plutôt, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vers les produits et comment les matières premières influencent les produits dans la production des applications de verre plat. Je vous ai mis pour illustrer ici quelques-uns des produits qui sont fabriqués aujourd'hui par la branche vitrage de Saint-Gobain, pour illustrer un peu la complexité. Quand on parle de verre, en fait, on parle de produits qui peuvent être extrêmement différents sur une base de verre. On a évidemment des produits pour l'ensemble du bâtiment avec des œuvres d'architectes qui illustrent relativement bien l'utilisation de verre avec des puretés importantes. On peut avoir des applications comme les plaques de vitrocéramique que vous utilisez peut-être chez vous dans votre cuisine, ou des illustrations ici de matériaux que l'on utilise pour la décoration en intérieur, voire encore les miroirs ici, et évidemment les vitrages que l'on utilise pour l'automobile. Dans cette complexité des choses, j'ai essayé de vous donner ici un suivi. J'essaie de suivre une ligne qui est de dire, petite introduction, c'est quoi l'industrie verrière, c'est quoi le verre plat, c'est-à-dire le verre utilisé pour les applications automobiles et bâtiments. Ensuite, qu'est-ce que c'est que des vitrages performants avec des fonctions importantes? Le verre ne sert plus, n'est plus la fonction principale du vitrage. On a beaucoup de fonctions qui sont rajoutées avec des systèmes de couches que l'on dépose sur le verre. Une illustration sur le toit automobile. Ensuite, j'ai essayé de voir et d'introduire pour vous, finalement, que le verre, c'est le support indispensable pour faire des vitrages performants. C'est un support transparent. Quand on veut faire un support transparent, il faut forcément avoir des ressources minérales qui sont contrôlées et qui donnent une certaine propriété de transmission lumineuse contrôlée dans le vitrage. Et que pour ça, il faut que les matières premières soient parfaitement contrôlées. Et on en arrive à ce moment-là, éventuellement, à quelques problèmes de durabilité sur ces ressources. Et puis, le point le plus important, c'est pour nous, pour cette industrie-là, c'est le recyclage. Aujourd'hui, la matière première la plus durable possible, c'est évidemment le verre recyclé lui-même, puisqu'on peut le recycler à l'infini. J'ai voulu illustrer aussi un petit peu le rôle des matières premières sur les performances industrielles. Il faut savoir que quand on produit un vitrage, on a sur des dimensions comme ce panneau, par exemple, on doit avoir moins d'un défaut inférieur à quelques millimètres sur ce panneau-là, ce qui veut dire que chaque défaut introduit par les matières premières est extrêmement pénalisant pour nos performances industrielles. Et puis une petite conclusion que j'essaierai de donner. Vous savez que c'est cette année les 350 ans du groupe Saint-Gobain, avec une idée du groupe qui est de dire 350 ans, 350 raisons de croire en l'avenir. Je vais essayer de montrer qu'on peut croire en l'avenir du verre et du verre plat. Si on parle de verre plat, donc rapidement, sur les 35 millions de tonnes de verre produits en Europe, des données qui sont de 2013, si on est à peu près à 110 millions dans le monde, vous voyez que le verre plat n'est pas la première industrie de production de verre, c'est essentiellement ce que vous buvez tous les jours qui représente la consommation la plus importante, ou la production la plus importante de verre, c'est-à-dire l'industrie des bouteilles. Les chiffres d'affaires et les employés dans le monde, vous voyez qu'en Europe, donc, on est à peu près aux alentours de 8 millions de tonnes de verre plat qui sont produits. Pour ce qui concerne l'activité de Saint-Gobain, donc le vitrage, l'ensemble des activités de vitrage à Saint-Gobain, Saint-Gobain est un des acteurs mondiaux du vitrage, et ces activités sont réparties en 3 différentes parties. La partie qui me concerne plus directement, qui est Saint-Gobain Glass, qui produit du verre plat, donc le support qui va être ensuite utilisé par des transformateurs, soit Securite, soit Glass Solutions, qui sont des transformateurs pour donner des produits qui pourront être utilisés ensuite par vous
et mois dans la consommation, dans vos besoins courants, soit en automobile et transport, soit dans le bâtiment et l'électroménager. Vous avez encore ici d'autres illustrations. Les ordres de grandeur des pays représentés, donc on a une représentation mondiale avec un nombre de salariés non négligeable. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'un vitrage performant? C'est des données que vous allez retrouver sur le site de Saint-Gobain pour illustrer ce propos. En gros, on peut dire qu'il y a 3 fonctions principales dans un vitrage. D'abord, on veut que le vitrage soit transparent. Sa fonction principale, c'est laisser rentrer la lumière. Donc la transparence est fondamentale. Ensuite, dans les pays, il fait très chaud, dans d'autres pays, il fait plus froid. Dans les pays où il fait très chaud, il faut être capable de laisser rentrer la lumière, mais pas toute la lumière. Il faut être capable de contrôler la partie infrarouge du soleil et donc de contrôler l'énergie rentrante dans le bâtiment. Et d'autre part, une fois que vous êtes plutôt dans un pays froid, une fois que vous avez donné l'énergie nécessaire pour avoir un confort dans votre habitat, il faut éviter de la perdre. Et dans ces cas-là, il faut avoir des produits qui aient une faible émissivité, qui permettent de minimiser les pertes thermiques. Donc vous avez une illustration ici, à la fois dans le domaine des bâtiments de bureautique ou dans le domaine du quotidien de votre vie quotidienne, quelques illustrations de ce type de produit. Ici, le produit qu'on appelle dit contrôle solaire, que vous voyez dans les bâtiments quand vous vous promenez à la Défense, quand vous allez dans les centres d'affaires, ou si vous avez la chance d'aller à New York sur ce nouveau bâtiment de l'architecte Gehry. Ce sont des vitrages à haute efficacité énergétique dont la fonction est essentiellement de limiter le chauffage quand on est en pays froid, la climatisation quand on est en pays chaud, les deux dans certains cas dans les pays tempérés, et évidemment de minimiser l'éclairage artificiel et d'optimiser l'éclairage naturel. Pour ça, on a des verres clairs ou teintés avec l'effet d'esthétique qui est nécessaire. On a besoin du confort visuel et on donne ce confort visuel. Et les économies d'énergie, on peut rajouter d'autres fonctions comme l'acoustique ou la sécurité. Plus proche de vous, dans ce que vous utilisez, si vous avez encore chez vous des simples vitrages ou des doubles vitrages, n'hésitez pas à changer rapidement et à vous orienter vers les produits les plus développés aujourd'hui. Vous voyez que les simples ou doubles vitrages, là aussi de haute efficacité énergétique, c'est du confort intérieur, c'est des consommations d'énergie, et on voit que les chiffres sont assez impressionnants, c'est-à-dire que pour un triple vitrage, l'énergie nécessaire à l'élaboration du verre de base pour constituer ce vitrage-là est économisée en moins de 3 mois sur votre facture d'électricité, sur votre facture de chauffage. Et on est aujourd'hui avec des performances qui sont 6 à 9 fois meilleures que ce qu'on avait avec un simple vitrage. Dans l'industrie automobile, on voit aussi se développer de plus en plus pour le confort et l'esthétique des produits qui là sont un peu à l'inverse de ce qu'on essaye de faire avec le vitrage bâtiment. Toujours la transparence, évidemment, vous voulez voir à travers, mais on cherche plutôt de l'esthétique, on cherche plutôt le côté privacy à l'intérieur du véhicule. Et là aussi, on contrôle avec des couches déposées sur le verre l'effet bas émissif et donc le confort intérieur. Et évidemment, il faut quand même préserver la sécurité des passagers. Donc l'ensemble de ces produits. Vous voyez une diversité importante de produits et on est loin du verre lui-même. On est à des produits extrêmement élaborés par rapport au support en verre. Un verre, c'est quoi? C'est le verre plat, c'est le domaine ce qu'on appelle les verres silico-sodo-calciques. Donc une composition en majorité d'oxyde de silice. On a ensuite de la chaux, de la magnésie, de l'alumine, et on a un composant fondamental qui est la soude, qui est un composant qui sert à contrôler la viscosité du verre, qui elle-même contrôle la température à laquelle vous allez pouvoir fondre et élaborer votre verre. On voit que les matières premières représentent, suivant les pays où vous vous situez, suivant l'accessibilité, suivant le coût de l'énergie, suivant le coût de la main-d'œuvre, représentent 25 à 40% des coûts de production. Donc c'est des montants qui sont non négligeables sur les coûts de production.
On voit que 80% des matières premières utilisées, vous avez le cas ici, je vous ai mis en vert les matières premières naturelles utilisées. Pour 1 tonne de verre, on a à peu près 80% de ces matières premières qui sont naturelles. Mais le coût de ces matières premières, vous l'avez ici, il est essentiellement lié à la matière première issue de l'industrie chimique que l'on utilise, qui est le carbonate de soude, qui nous apporte ce composant fondamental pour l'élaboration et pour la composition du verre silico-sodo-calcique. Donc, les matières premières naturelles sont importantes, ne sont pas le facteur le plus important du coût. Et un point important quand on fait du verre, on va chercher à recycler au maximum. Et aujourd'hui, on est capable de recycler, suivant les sites, suivant les disponibilités, entre 10 et 60% de verre. Il faut que vous soyez un petit peu concentrés là. Comment est-ce qu'on fait du verre? Vous avez ici une vue synthétique d'une usine de fabrication de verre. Il faut se rendre compte que une usine comme celle-là, ça produit entre 500 et 1000 tonnes de verre par jour, que ça représente à peu près un petit kilomètre de long, 20 hectares ou 20 à 40 hectares suivant les sites. Et le procédé est relativement simple. Vous avez des carrières exploitées qui nous permettent d'avoir des matières premières. Ces matières premières sont stockées dans des silos sur le site. Ces silos alimentent ensuite des systèmes de mélangeuses. Le mélange vitrifiable est ensuite introduit dans un four. Un four, ça fait une grande piscine qui fait à peu près entre 300 et 400 mètres carrés à peu près, chauffé à 1600 degrés. Vous allez avec ça élaborer, fondre votre verre, lui donner la viscosité nécessaire pour évacuer tous les produits gazeux que l'on a vus auparavant dans les matières premières, à la fois le calcaire, à la fois le carbonate de soude. Les quantités de gaz qui sont à évacuer au moment de l'élaboration sont extrêmement importantes. Et le contrôle de la viscosité du verre est fondamental. Une fois que vous avez élaboré votre verre, vous avez une espèce de miel à une viscosité de l'ordre de log 2 à peu près. Vous allez le refroidir, le conditionner pour en faire une feuille de verre continue en profitant de l'aspect des propriétés visqueuses du verre à des températures aux alentours entre 800 et 1000 degrés. Vous allez étirer, c'est peut-être pas très clair sur cette photo, vous allez étirer avec des machines qui vont étirer comme vous étireriez un chewing-gum pour faire une feuille continue de verre qui va ensuite être ramenée à température en passant la magie de la transition vitreuse aux alentours des 600 degrés, ramenée à température ambiante. Donc on a ici un ruban continu de verre qui défile, qui fait 3 mètres, 4 mètres de large, suivant les applications. Et on va ensuite découper ici des plaques de verre qui seront utilisées par les transformateurs ultérieurement pour faire les produits. Et là, j'ai essayé de vous illustrer ici, dans cette notion de transparence, l'influence des matières premières. Quand on parle de verre pour les applications vitrage, de verre transparent ou de verre clair. C'est ce qu'on appelle le verre blanc, ou on peut l'appeler de différentes façons. Ces vitrages de plus en plus transparents, qui sont nécessaires pour les vitrages de plus en plus performants, le fer est un élément absolument fondamental. Le fer est dans des quantités qui ne sont pas énormes, puisqu'on est ici entre 400 et 1200 ppm de fer, et pourtant, l'enjeu du contrôle de cette quantité de fer, ce fer étant lui-même un polluant des matières premières naturelles que l'on utilise, est fondamental. Vous avez ici une petite illustration de l'évolution vers des verres de plus en plus compétitifs, avec des analyses différentes. On voit entre 1200 aux alentours de 400 ppm aujourd'hui, avec certaines gammes de produits qu'on appelle le produit diamant, qui est l'appellation commerciale de ce verre-là, où on a des taux de fer qui sont aux alentours de 120, 150 ppm. Évidemment, d'un site à l'autre, en fonction des matières premières que vous avez à disposition, vous allez avoir une composition et un taux de fer différent dans votre verre. Ici, pour illustrer un cas un peu extrême des applications et de l'influence du taux de fer, le verre sert de support pour les panneaux photovoltaïques. Et dans ce cas-là, on a une application un petit peu différente. On est déjà dans le cas extrême où on a là besoin de matières premières extra pures, avec des taux de fer qui sont, dans la plupart du cas, inférieurs à 100 ppm. Et de plus, on retrouve là le problème d'alimentation possible sur des métaux rares comme l'antimoine. L'antimoine est utilisé dans ce cas-là
comme oxydant du fer pour contrôler l'équilibre dans le verre entre la valence 2+ et la valence 3+ du fer. Pourquoi ça? Parce que sur la transmission énergétique, et évidemment pour l'application des panneaux solaires, vous avez besoin, à l'inverse de ce qu'on faisait pour les vitrages performants, de laisser passer le maximum de l'énergie solaire à travers votre panneau pour avoir le rendement le plus efficace possible. Et on voit que le fer 2+, dans cette valence, absorbe dans la zone de l'infrarouge énormément. Donc ça, c'est un vitrage standard clair pour application bâtiment. Et ça, c'est les vitrages qu'on est capable de faire avec le contrôle de cet équilibre pour les applications du solaire. Alors, les matières premières là-dedans, je vous ai mis ici une petite illustration. Je pense que l'intérêt n'est pas tellement de lire la spécification technique de contrôle de la matière. L'intérêt, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs éléments qui doivent être contrôlés de façon drastique si on veut contrôler l'élaboration du verre ensuite. Tout d'abord, on ne peut pas prendre n'importe quelle granulométrie. La granulométrie des matières premières est fondamentale. Alors, c'est ni trop gros, ni trop fin. Trop gros, vous avez du mal à élaborer et vous avez besoin d'énergie importante dans votre four, ou vous avez du mal à digérer vos grains de sable. Et trop fin, ça représente des problèmes d'environnement, d'envol de poussière et de gestion de l'ensemble. Les colorants, j'en ai parlé, le fer fondamental, mais il y a aussi possiblement du chrome, du cobalt, du titane, d'autres éléments en petite quantité qui vont colorer votre verre et modifier son aspect et sa transmission. Autre point important quand vous avez des exploitations naturelles, des ressources minérales naturelles, vous avez possiblement des polluants comme le chlore ou le fluor qui, dans le procédé d'élaboration dans le four, vont vous générer des acides fluorhydriques ou des acides chlorhydriques et qui sont forcément dans les émissions de polluants particulièrement rédhibitoires ou qui nécessitent des systèmes de traitement des fumées particuliers. Et enfin, dans l'ensemble de ces matières minérales, on a possiblement des minéraux infusibles comme le quartz, la chromite ou d'autres éléments divers et variés qui vont, dans le procédé d'élaboration, ne pas être digérés et donner les défauts dans le verre qui vont pénaliser. Donc la production d'une matière première, c'est un procédé, c'est pas très compliqué, hein, c'est pas de la très très grande technologie, mais ça nécessite une grande rigueur dans le contrôle de la spécification pour garantir le produit. Sur les implantations et les sites de Saint-Gobain, glace dans le monde, vous voyez qu'on a des sites à peu près partout dans le monde et que sur chacun de ces sites, le choix des matières premières est fondamental. Les quantités de ressources minérales aujourd'hui consommées dans l'industrie du verre sont négligeables par rapport aux quantités de ressources qu'on va consommer dans le bâtiment. Ce n'est pas tellement un problème de rareté. La localisation d'usines, néanmoins, pour nous, on a vu l'impact sur le coût, la localisation d'une usine est faite en fonction, évidemment, de la disponibilité de ces ressources naturelles. On cherche à raisonner plutôt en centaines d'années sur les disponibilités. Dans certains cas, on est limité à des dizaines d'années. Et dans certains pays, on n'a pas de ressources naturelles suffisamment exploitables pour être utilisées directement. Donc on a certains cas où on est obligé soit de se traiter de façon lourde, le mot est un peu fort, mais de traiter fortement les matières premières pour arriver aux spécifications, voire dans certains cas d'importer. Je prends le cas de la Corée, par exemple, où on est un peu obligé d'importer du sable du Vietnam pour être capable de faire du verre aujourd'hui en Corée. Les matières premières sont acheminées par route, par bateau ou par train, mais dans tous les cas, le coût du transport est un point fondamental sur le contrôle du coût du verre. Deux illustrations que j'ai voulu montrer sur la rareté et la notion de durabilité des matières premières. On revient à notre cas du verre extra clair. Dans le cas du verre extra clair en Europe, quand vous avez besoin de sable et de dolomie, vous n'avez pas une carrière de sable à chaque département de la France. Vous n'avez pas contrairement à un sable pour exploitation bâtiment. Et dans ce cas-là, les ressources deviennent relativement rares. Et dans ce cas-là, je vous prends le cas de l'Italie, par exemple, ou une partie de l'Europe, hein, eh bien, il est quasiment impossible de trouver des ressources qui permettent de garantir le taux de fer qui vous permettent d'élaborer votre verre avec les performances nécessaires. Et si l'évolution du marché fait que ces besoins, notamment les besoins en verre pour les applications solaires, hein, aujourd'hui, on peut envisager à terme, si on avait un très fort développement, une limitation dans la capacité à fournir des sables avec les puretés nécessaires en Europe. Un autre exemple, notre usine en Italie est ici.
Le sable venait de la carrière qui est située ici. Malheureusement, quand on a développé les verres plus performants, ce sable n'était pas suffisamment pur pour garantir le taux de faire de nouveaux produits. Et voyez où est-ce qu'on a été obligé d'aller chercher du sable pour alimenter cette usine. Donc certes, on n'a pas de grands problèmes de disponibilité, mais dans certains cas, on peut vraiment rencontrer des problèmes. Une autre illustration avec notre flotte en Inde, qui est située dans l'état du Gujarat. Vous voyez les sources identifiées qui peuvent être à des distances extrêmement importantes. Quand on parle de 1000 km à traverser en Inde pour amener un camion de sable, ça fait quand même beaucoup de problèmes. Et puis, un point qui est le traitement de ces matières premières qui est nécessaire pour arriver, dans ce cas-là, ici, une grosse contamination d'argile dans le sable. Cette argile dans nos fours, c'est des défauts. On est obligé de contrôler, là aussi, ces quantités-là. Les ressources naturelles étant non pas limitées, mais pouvant l'être, le plus important, c'est d'essayer de recycler le verre. On appelle ça du calcin. C'est évidemment la matière la plus durable. Vous pouvez la remettre dans le four autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça économise à chaque fois à peu près 1,2 tonne de matières premières. Ça économise ou ça minimise les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre pendant l'élaboration du verre, puisque vous n'avez pas les composés carbonatés des matières premières. Et vous voyez que dans l'industrie de la bouteille, donc vous allez remettre votre bouteille dans le container, ça veut dire qu'on est capable d'atteindre aujourd'hui en moyenne en Europe de l'ordre de 80% de taux de recyclage. Dans le verre plat, vous voyez qu'on est encore relativement loin. On est loin, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile d'accéder à votre vitrage. Vous n'avez pas l'habitude, quand vous changez votre fenêtre, d'amener votre fenêtre dans une benne déterminée ou qu'on puisse le réutiliser. Donc c'est un des points. Alors je vous ai mis ici quelques photos où on illustre. On a développé des systèmes de big bag pour essayer de récupérer au maximum le calcin et d'être capable de le réintroduire. Ici, je ne vais pas passer trop de temps, mais on revient dans le contrôle de la qualité. Quand vous mettez du calcin, certes, mais vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Si vous dites j'ai ma plaque de vitrocéramique, je vais la mettre dans la benne à recyclage, non, ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que si vous faites ça, nous, on va avoir de gros soucis sur notre production et sur notre qualité. On ne peut pas mettre n'importe quelle couleur, on l'a vu tout à l'heure. Quand vous avez des circuits qui sont avec de fortes humidités, on est obligé de retraiter. Là encore, trop fin, pas bon, trop gros, pas bon non plus, parce que vous avez du mal à transporter. Si vous avez des métaux dedans, absolument rédhibitoires pour la qualité du verre, et voire même des organiques, on pourrait dire tout ça, ça va passer dans le four, ça va fondre. Non, ça fond, mais ça interagit avec le verre avant. Et puis enfin, la céramique, c'est pas la même chose que le verre, et ça se met pas non plus dans le verre. Donc on voit que c'est relativement compliqué. Et il y a une initiative ici qui est mise en illustration où, entre Paprex, Saint-Gobain Glace et La Paire, qui est un inventeur de fenêtres bien connu, on essaye de développer un système en France pour la récupération des vitrages et le recyclage. Un système qui existe déjà dans un petit pays comme les Pays-Bas, où géographiquement l'ensemble des sites peuvent être gérés et où on avait historiquement beaucoup d'usines d'élaboration de verre dans le Benelux. Et donc, on avait un circuit qui était parfaitement exploitable. Mais vous voyez que quand on recycle, il faut aussi recycler le verre pour le verre, l'aluminium dans l'aluminium, le bois dans le bois, le PVC dans le PVC. C'est-à-dire que c'est un circuit complexe où il faut que tous les partenaires soient ensemble. La dernière petite illustration, c'est que qualité des matières premières, certes. Alors ici, il faut comprendre, ça c'est le rendement de production d'une ligne, à peu près 90%, c'est-à-dire 90% du verre que vous fondez va être vendable. Quand vous avez une crise, comme c'est le cas ici, où on avait une crise de corindon dans la dolomite, parce que le processeur et la personne qui nous a vendu la dolomite a eu un problème sur son process, avec des réfractaires d'alumine qui sont passés dans le produit final, nous on se retrouve à passer je vous parlais du 1 défaut dans une plaque comme ça, on passe de 1 défaut à 100 défauts. Là, c'est terminé, votre verre n'est plus exploitable, votre rendement se casse la figure, et ça peut durer plusieurs jours, une fois que vous avez introduit votre mélange vitrifiable mauvais dans le four, et à ce moment-là, vous avez des impacts financiers qui sont relativement importants et rapidement. Un autre exemple qui est l'interaction métallique, où là, on arrive avec l'aluminium. L'aluminium est un composant essentiel des vitrages comme support au vitrage, au double ou au triple vitrage. Si ce morceau d'aluminium
à travers le circuit de recyclage, arrive dans le verre, vous avez ça. C'est-à-dire que ça, c'est une vision à peu près d'une petite dizaine d'heures de production de verre. Hein. Vous avez imaginez que ce soit un ruban continu avec l'ensemble des défauts. Donc ça, c'est l'équivalent du 1 à 2 défauts dans cette plaque-là. Là. Et ça, c'est la crise que ça représente quand vous avez un morceau d'aluminium que vous avez introduit avec votre calcin. On trouve des petites billes de silicium et on trouve des visions ici de bulles associées avec ce silicium. Voilà, j'espère que je vous ai donné une petite idée de l'importance des matières premières. Vous voyez que la notion ici n'est pas dans la rareté et de la durabilité, elle est beaucoup plus dans la qualité et l'impact sur le produit. Je vous ai mis en illustration sur les 350 ans de Saint-Gobain, depuis la manufacture royale des glaces dans le village de Saint-Gobain, qui avait été choisi parce qu'il y avait des sables dans le bassin parisien de très bonne qualité, des bois qui permettaient de chauffer correctement les fours à l'époque. Donc le choix avait déjà été dicté par les matières premières. Vous voyez que ça reste un élément essentiel dans la localisation de nos sites industriels, que le besoin en vitrage va continuer de croître vers du de plus en plus performant et que donc l'exploitation des ressources minérales continuera d'être un point important et qu'évidemment le calcin, pour ça, sera un point important. Ça, c'est une illustration que vous trouverez sur le site de Saint-Gobain de ce que devrait être la maison en 2065. Espérons qu'on évolue vers cette tendance-là. Voilà, merci.